l'entretien de la semaine. Bonjour chers internautes, vous êtes bien dans votre émission L'entretien de la semaine. Pour ce second numéro, nous avons comme invité Moussa Touré, ancien ministre de l'économie, des finances, du plan et du commerce, aussi ancien président de la commission de l'UEMOA. Monsieur le ministre, pourquoi vous n'avez pas pris part au dialogue national? Madame Fall, c'est une longue histoire ça. Je vais essayer d'être très concis. Vous savez, un dialogue national, c'est une opération qui doit permettre à l'essentiel des forces vives du pays de s'exprimer sur l'ensemble des sujets qui concernent les citoyens sénégalais. Il me semble que sous cet angle-là, c'est une affaire qui doit être sérieuse. Et quand je dis affaire sérieuse, ça veut dire qu'il doit être d'abord, au départ, pensé sérieusement, préparé sérieusement et organisé sérieusement. Or, il ne me semble pas, dans le cas d'espèce, que ces conditions soient réunies. Il est inimaginable qu'on puisse, en l'espace de, je crois que c'est une dizaine de jours, annoncer et organiser un dialogue qui, en principe, si tous les invités, comme nous autres, devaient y participer, devait réunir quelque chose comme 700 à 800 personnes. Donc vous pensez que le dialogue national n'est pas une affaire sérieuse? J'ajoute à ce que je viens de dire que on emploie une expression qui ne me semble pas galvaudée. On parle du peuple des assises nationales. Et pour moi, ça recouvre une réalité. Parce que les assises nationales, comme vous le savez, je crois que l'essentiel des compétences et des expériences du Sénégal ont participé aux assises, que ce soit le monde universitaire, que ce soit le monde politique, et que ce soit le monde de la société civile. Et beaucoup pour des gens qui n'ont jamais pris part à une activité qui puisse avoir un semblant de caractère politique. Si je peux résumer, je peux dire que des partis politiques, des responsables, en vue de l'époque, seul certainement le président Wade et son monde, et sans doute notre jeune frère Idrissa Seck n'y ont pas participé. Mais non seulement tous les autres pratiquement ont participé, mais même ceux qui n'ont pas participé aux assises, à la fin de nos travaux, il y avait 7 commissions thématiques. Moi, j'en ai présidé une, celle qui s'occupait des relations extérieures, c'est-à-dire affaires étrangères, intégration africaine et migration. Les conclusions des assises ont été ensuite reprises et je peux dire appropriées par beaucoup de gens, beaucoup de responsables qui à l'époque aspiraient à être candidats pour la présidentielle de 2012. Donc je ne peux pas citer de noms, mais ce qui est même sûr pratiquement, c'est qu'à part le président Abdoulaye Wade et Idrissa Seck, tous les autres ont participé ou sont allés signer, y compris le président Macky Sall. Direz-vous comme Idrissa Seck qui pense que le dialogue national est un deal entre le pouvoir et le PDS? Oui, parce que si je peux poursuivre, après cela, les conclusions des assises, la charte qui en sont sorties et que le président Macky Sall a signé et que c'est approprié après avoir attendu un certain temps avec un début de départ qui n'en était pas un, en disant que oui, il a signé, mais il a émis des réserves, ce qui est totalement faux.
Il n'y avait même pas de place pour écrire une petite phrase, je m'appelle tel. Il n'y avait que la place pour mettre la signature. Donc, après avoir tergiversé, il a créé la CNRI, Commission nationale de réforme des institutions, qui globalement a repris le même travail que les assises. Mais au passage, ça a coûté plus de 700 millions au minimum de francs CFA. Après ça, il a encore attendu. Et quand les réactions se sont renouvelées, amplifiées, il sort du chapeau un référendum. Là aussi, comme pour le dialogue national, en l'annonçant pratiquement un mois avant la date. Et sans avoir consulté personne, il s'est enfermé avec ses conseillers pour prendre les conclusions des assises et de la CNRI, prendre ce qui l'intéressait, ce qui lui plaisait, laisser de côté des points essentiels. Il ne peut pas y avoir de points essentiels dans une réforme constitutionnelle au Sénégal, dans nos pays africains en général, plus importante que la décision de séparer les fonctions de chef de l'État, président de la République, et les fonctions de chef de parti. Parce que le chef de l'État est la clé de voûte, non seulement des institutions, mais l'autre disait le père de la nation. Mais quand on est le père d'une famille, on est le père de tous les enfants. On ne doit pas, parce qu'on a une autre casquette de chef d'un parti, préférer tels enfants au détriment de tels autres. Donc, mais ça a été laissé de côté. Or, c'était une réforme majeure, proposée aussi bien par les assises que par la CNRI. Donc, il a choisi ce qu'il a voulu, en mettant même des choses qui n'auraient nullement besoin d'être dans la réforme constitutionnelle. Vous savez, cet appel du pied à nos parents, qu'on dit émigrés, disons de la diaspora, en leur promettant des députés. C'est très bien, c'est même normal. Mais cette disposition n'a pas sa place dans la Constitution. C'est dans le code électoral. Comme les dispositions relatives au partage des 150 députés entre la liste majoritaire et la liste proportionnelle. Donc vous pensez que les conseils du président ne l'ont pas bien conseillé? Ah non. Vous savez, d'abord, pour être bien conseillé, il faut d'abord soi-même vouloir être conseillé. Et puis, il faut aussi être en phase avec ses conseillers. Moi, je peux vous conseiller une voie, un chemin. Mais si vous avez l'intention de prendre des chemins de traverse, mais les conseils ne servent à rien. Je ne peux pas, je refuse toujours quand on dit que tel est mal conseillé. Les conseillers, on les choisit. S'ils ne font pas l'affaire, on les remercie. C'est valable du chef de l'État, c'est valable dans les cabinets ministériels, c'est valable partout. Donc la responsabilité, non seulement institutionnelle, mais morale et intellectuelle, revient au président de la République dans cette affaire-là. Il s'est enfermé. Alors donc, et puis, vous savez le processus qui a présidé à la tenue de ce dialogue national, c'est quand même quelque chose de grotesque. La responsabilité lui revient, le chef de l'État lui-même. À quoi lui servent ses conseils? Un de vos confrères m'a dit une question. Oui, le président de la République a fait la bise à une dame là, qui avait connu quelques déboires et qui a été libérée dans des conditions qui ne sont pas d'ailleurs définitives. Alors, est-ce que je dis non, moi je ne m'occupe pas de ces futilités-là. Ça, c'est des enfantillages et c'est même pas digne d'être porté sur la place publique quand il s'agit du président de la République. Il faut élever les choses. Mais cette affaire-là, quoi qu'on dise, même si c'est grotesque, c'est ça qui a servi de préalable au dialogue national. Parce que c'est ça qui a permis, dans un premier temps, de dire oui, on va réunir la famille libérale. Et je crois quelque part que ça a dû accrocher, parce que les autres exigeaient des choses qui n'étaient pas encore mûres. Peut-être qu'elles sont mûres maintenant, à l'heure où je vous parle. Alors, et de fil en aiguille, et je crois aussi parce qu'il y a un de nos pays voisins qui est en train d'organiser un dialogue national. Peut-être que ça a dû inspirer, qui vous savez. Et donc, comme ça, comme on sort un lapin d'un chapeau de magicien, on nous sort le dialogue national. Sans dire aux gens de quoi on va parler, moi j'ai reçu
une invitation personnelle en mon nom, une invitation pour mon parti, dans des conditions d'ailleurs rocambolesques. Certains n'ont même pas pu recevoir leurs invitations pour des raisons diverses. Et c'est pour cela que vous n'y étiez pas. Parce qu'on m'invite, je veux savoir pourquoi on m'invite. Mais quand on nous dit on va parler des réformes ouvertes par le référendum, mais ça c'est trop tard. C'est déjà acté. Il fallait faire ça avant, et pas après. Et on nous parle d'autres questions diverses. Alors, et je vous assure qu'au début, je croyais quand même que les personnalités, ou les personnes, disons, parce que même personnalité c'est un peu fort en l'espèce, qui seraient réunies au palais de la République, à notre palais, comme disait l'autre, qui nous appartient à tous, ça allait refléter quand même quelque chose de sérieux. Mais ce que nous avons tous vu, moi j'ai tenu, en me privant de choses très importantes, à regarder de 16h à minuit 30 l'intégralité de cette opération, je l'appelle opération de marketing, opération de rafistolage, opération de dragage, de drague. Et quand j'ai entendu des fois des gens s'exprimer, je me demande, mais où est-ce que nous sommes? Et de quoi parle-t-on? C'est vrai que nous sommes une société multiple, diverse, mais chaque volet de la société a son espace, ses responsabilités. Mais ce mélange de genre-là, en vérité, ce que moi j'ai pensé intuitivement, c'est que comme les retrouvailles de la famille libérale n'étaient pas évidentes, et comme les résultats du référendum ne sont pas bons pour le régime, et je l'ai dit souvent, quand au soir ou au lendemain du référendum, j'ai entendu des gens danser en disant que oui j'ai gagné, oui j'ai pris ma revanche, etc. J'ai dit, ceux-là, ils n'ont rien compris. Et je crois que pour cette affaire-là, au moins le président Macky Sall a très bien compris que l'attelage qu'il est en train de conduire, Benno Bokk Yakaar et autres sympathisants, ne tient pas la route pour le conduire de manière efficace et gagnante aux législatives de 2017. Voilà pourquoi il sort du chapeau, n'est-ce pas, cette nouvelle invention qu'est le dialogue national. J'ai appris de sources relativement sérieuses, ce qui me semble tout à fait scandaleux, que des enveloppes confortables avaient été préparées et qu'au sortir de cette cérémonie, elles ont été distribuées à beaucoup de participants, je ne dirais pas à tous, en tout cas à beaucoup de participants, dont même certaines personnalités. Alors c'est scandaleux et ça me fait dire que on nous dit que nous sommes une démocratie achevée, nous sommes une république sérieuse, mais je dis que ce genre de pratique nous ramène à ce qui se faisait dans certains pays africains, mais au lendemain des indépendances, en 60. Même ces pays-là ont abandonné ces pratiques-là. Et nous y sommes en plein. Alors, voilà un peu ce qui fait que cette affaire-là, pourquoi après le ministre de l'Intérieur, tel ministre va recevoir les gens, organiser des commissions, etc., etc. Mais tout ce travail-là ne sera pas autre chose que ce qui a été fait dans le cadre des assises. Les mêmes commissions, les mêmes sujets, les mêmes thèmes et les mêmes conclusions. Alors à quoi bon perdre tout ce temps-là? Voilà en tout cas ma conclusion. Et je ne regrette pas du tout de ne pas avoir participé à cet exercice-là. Et je sais que des hauts responsables politiques qui ont participé, ils m'ont dit qu'ils ont été trompés. Parce qu'au départ, le format leur avait été indiqué et était tout à fait différent de ce qui s'est passé. Donc vous êtes du même avis que le président Idrissa Seck? Nous sommes du même avis et peut-être pour des raisons différentes. Je n'entre pas moi dans ces débats parce que, bon, c'est la même famille, tous ces gens-là, n'est-ce pas? Donc, sur des problèmes objectifs, je peux être d'accord, mais sur des problèmes particuliers qui se gèrent entre
dans la famille de gens qui ont le même patriarche, le même père, qui leur a transmis ces gènes, ça je n'y entre pas. Mais je persiste et je le dis, et je ne suis pas le seul. J'ai reçu hier ici un haut responsable politique, chez moi ici, et j'en ai rencontré, j'ai parlé avec certains. Mais non seulement ceux qui ne sont pas allés sont confortés dans leur position de ne pas être allés à ce cirque-là, mais d'autres qui sont allés ont révélé qu'ils ont été trompés. Est-ce qu'Ousmane Sonko n'a pas passé par le pouvoir législatif pour attaquer l'exécutif? Bon, attendez, il est dans son rôle, Ousmane Sonko. Ousmane Sonko est secrétaire général ou président d'un parti politique, PASTEF. Et il est dans l'opposition affirmée. Je vous dis que nous, on est sur des projets communs. Et lui, comme moi, nous nous affirmons de l'opposition. Mais ce n'est pas une opposition gratuite. Il y a d'abord une opposition pour dénoncer les travers du régime. Appelons cela le régime. Comme l'affaire Big Togo. Mais je crois qu'au-delà même d'être de l'opposition, c'est un devoir citoyen. Citoyen de dénoncer certaines choses. Et c'est dans les pays occidentaux, il y a des gens qui ne sont pas dans la politique, mais qui assurent ce rôle de veille. Et ça fait beaucoup de bruit en ce moment en Europe où on prépare des lois même pour les réprimer, etc. etc. Mais c'est indispensable. Parce que si Ousmane Sonko n'avait pas révélé cette chose-là, mais ça aurait continué ad vitam aeternam, peut-être même que ça existait du temps où j'étais ministre des Finances, sans que je le sache. Non, non. Bon, donc il a osé. Ils vont payer 2 milliards, il doit tant de milliards, et puis en plus, je suis gêné parce que je parle de l'institution. Parce que sinon, on identifie des gens et les gens vont penser qu'on agresse tel ou tel ou tel. Mais globalement, quand j'ai lu le communiqué de l'Assemblée nationale, mais c'était quand même pauvre, c'était affligeant. Parce qu'ils font un communiqué, le président de l'Assemblée, je crois, c'est ce que j'ai compris, pour expliquer et se défendre. Mais en expliquant et se défendant, ils s'enfoncent eux-mêmes. Parce que quand tu ne dois rien, mais tu n'as pas à payer d'amende. Si tu payes des amendes, c'est parce que tu as fauté quelque part. Alors, et tout ça, c'est dans le communiqué, plus d'autres choses. Et puis, à qui on peut faire croire que l'Assemblée nationale, c'est-à-dire les 150 députés, plus tout le personnel de l'Assemblée nationale, ne puisse verser que 10 millions d'impôts par mois? Mais ça n'a aucun sens, ça. Donc, c'est une accumulation d'erreurs, d'incompétence, d'amateurisme, et puis aussi de fourberie. Il faut dire les choses. Et c'est comme ça, malheureusement, qu'on manipule le peuple là, en lui faisant croire, en lui posant prendre des vessies pour des lanternes. Hein? Mais cette affaire est sérieuse, mais je suis persuadé qu'en cherchant ailleurs et ailleurs, on trouvera les mêmes mots, les mêmes griefs. Voilà un peu ce que je peux dire dans cette affaire-là. Monsieur le Président, le dernier rapport de l'OFNAC a épinglé certains directeurs de sociétés. D'aucuns disent que ces accusations seront sans suite. Êtes-vous du même avis? Je vais vous dire une chose, et je vais remonter à très loin. L'organisme là que préside mon frère, mon jeune frère, Babacar Touré, qui s'occupe de vous d'ailleurs, la CNRA, quand ça a été créé au Sénégal, et là encore, il ne faut pas qu'on dise que j'attaque Macky Sall ou j'attaque Abdoulaye Wade. C'est déjà du temps de mon président, je veux dire, dont j'étais le ministre, Abdou Diouf. Parce que nous avons toujours été les premiers à créer tout ce qui peut se faire en Afrique, en général. Ça a été créé. Et d'autres pays de la sous-région, le Burkina Faso en particulier, a créé bien après nous cette institution-là. Et j'étais président de la commission de l'UMOA. Et c'est le président qu'on appelle, oui, d'ici, de l'époque, est venu rendre visite à son homologue burkinabé. Et j'étais avec eux, son homologue était un ami aussi, un ancien ministre burkinabé. Nous avons procédé à la visite des locaux et des installations de la CNRA burkinabé. Nous avons assisté à des choses très sérieuses, des postes de travail où il y a des jeunes filles, des jeunes hommes assis à des consoles bien équipés et qui contrôlaient tout ce qui se diffusait au Burkina Faso
en termes d'audio, visuel, etc., etc. Et mon parent sénégalais était ébahi. Et il a avoué en disant, franchement, je suis époustouflé en voyant tout ce qu'il y a ici comme équipement. Je ne peux pas imaginer que ça puisse exister en Afrique. Parce que moi, à Dakar, ce que j'ai, c'est un grand bureau, de grandes tables, de grands fauteuils, une secrétaire et 2 ou 3 plantons, chauffeurs. Voilà ce que j'ai comme équipement. Donc, pour dire que créer des institutions, c'est bien. Mais il faut que ça ait un contenu. Et c'est d'ailleurs en cela que je ne suis pas toujours d'accord avec un homme que j'admire beaucoup, le président Obama. Quand il dit qu'en Afrique, on n'a pas besoin d'institutions, d'hommes forts, on a besoin d'institutions fortes. Mais ce sont les hommes forts qui font les institutions fortes. Ce sont les hommes forts qui animent, qui incarnent les institutions. Ça, je ne suis pas du tout d'accord avec lui, bien que je l'aime profondément en tant que... Bon, tout ce que je dis. Alors, donc, on crée des institutions, mais c'est des coquilles vides. C'est des coquilles vides. Je ne veux pas dire que l'OFNAC est une coquille vide, parce que bien qu'en ressources humaines, il recèle des valeurs. Je connais pas mal de gens qui sont d'anciens ministres, d'anciens hauts responsables. Mais tout ça, il faut qu'ils aient les moyens. Je crois savoir que la présidente disait que les moyens ne sont pas suffisants. Mais au-delà des moyens, mais le travail qui est produit par l'OFNAC, ces rapports-là, mais s'ils sont uniquement bons pour être mis dans des tiroirs, à quoi ça sert tout ça? Ça va être comme les rapports de l'IGE. Ça va être comme les rapports de la Cour des comptes. Et moi, j'ai dit que quand on a réactivé la CREI, où on a traduit certaines personnalités, certaines éminentes, et bientôt d'ailleurs, qui n'aura plus personne sous les verrous pour parler de manière triviale. J'ai dit, mais il y a des gens qu'on a poursuivis par la CREI, qui est effectivement une juridiction d'exception. Mais il y a des dossiers qui dorment à l'IGE. J'en connais quelques-uns depuis le temps d'Abdoulaye Wade. Il y a des dossiers révélés par la Cour des comptes qui sont suffisamment construits, suffisamment documentés, suffisamment clairs pour être directement remis au procureur de la République. Et il n'y a pratiquement pas besoin de faire des enquêtes pour prendre ces gens-là et les traduire en justice et les condamner de manière irréfutable. Mais ça suppose une volonté politique. Mais la volonté politique, elle ne peut pas exister. Vous savez pourquoi? Et je le dis et je le répète, quoi que ça puisse me coûter. Lorsque ceux qui doivent juger ont été les complices de ceux qu'ils jugent, il ne faut rien attendre de ces jugements-là, sinon des jugements, effectivement, qui ont une connotation politique. Personne ne me soupçonnera de défendre le jeune Karim Wade. Mais il faut dire qu'il y a des Karim Wade, de nombreux Karim Wade, qui ont fait autant, peut-être même plus que lui, qui sont dans la société, qui vaquent à leurs occupations, qui sont dans les baptêmes, les décès. Alors, c'est ça le problème. Il n'y a pas cette volonté politique. Elle ne peut pas exister. Parce que si on va très loin dans tous ces dossiers-là, ceux qui incarnent l'État au plus haut niveau, eux-mêmes seront incriminés. Aussi bien dans les dossiers fonciers, pour lesquels on a pu trouver un petit arrangement avec notre frère Taïbou Mbaye, n'est-ce pas? Et sur d'autres dossiers, parce que ceux qui doivent juger sont impliqués. Alors, c'est contre ce que disait un grand homme politique qui avait confié la chasse aux voleurs. Ça, c'est dans un siècle passé, à quelqu'un réputé être grand voleur. Parce qu'il disait, il n'y a pas mieux qu'un voleur pour pouvoir pourchasser des voleurs. Mais dans le cas d'espèce ici, les voleurs ne poursuivent pas les voleurs. Ils sont à la limite complices avec eux, ils font des arrangements, des deals, comme disait l'autre là, n'est-ce pas? Même si ce n'est pas des deals
ou protocole de Rebeuss, ça peut être des protocoles du palais ou des protocoles au centre Pétavin ou des protocoles d'ailleurs. Mais Monsieur le Président, vous êtes présenté comme l'un des plus virulents détracteurs du président de la République. Qu'est-ce qui explique cette posture? Vous savez, j'entends souvent dire effectivement que dans des termes wolof, là, très triviaux, Madame Fall, ce pays nous appartient à nous tous. J'aime à dire que si on prenait le pays, on le partageait en petits morceaux. Chacun de nous, des 14 millions de Sénégalais, a sa part, son petit morceau. Nous avons rassemblé nos parts pour les confier à quelqu'un en particulier, pour les gérer pour notre compte, pas pour son compte. Et ça ne lui appartient pas. C'est-à-dire, c'est bien tout ça, mais à condition que ceux qui en bénéficient aient quand même conscience de la gravité des actes qu'ils ont commis. Mais si on les habitue au fait que, quelle que soit l'ampleur du problème, l'ampleur des dégâts, l'ampleur des fautes, il y a toujours possibilité de s'arranger. Et ma foi, c'est ce qu'on voit dans la rue de tous les jours. Il n'y a pas de discipline. Les gens font ce qu'ils veulent. Il y a la pagaille. Il n'y a pas d'autorité. On insulte les policiers en tenue. Ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, si c'est à ça que ça conduit, bon, Sénégal, comme vous dites, Sénégal, qui intervient souvent dans vos radios et tout cela. Donc voilà un peu le problème. Je n'ai pas de problème personnel avec personne. Je n'ai pas de problème avec personne, ni avec Macky Sall, ni avec tel. Mais le problème de Macky Sall, c'est qu'au-delà de sa personne physique faite de chair et d'os, c'est une institution qui m'appartient, qui vous appartient. Et nous sommes en droit, lorsque nous lui confions notre bien, de nous assurer qu'il le gère bien. S'il ne le fait pas, nous avons aussi la mission, le devoir d'attirer son attention. On peut se tromper. Et c'est d'ailleurs ça qui fait un peu la démocratie. Et s'il obtempère, c'est très bien. Mais s'il persiste, et or on a le sentiment que sur beaucoup de choses, il sait, parce que quand même, il n'est pas né de la dernière pluie. Il fait des choses de manière volontaire. Lorsque le président Macky Sall, alors que notre frère, c'est un jeune frère aussi, Ousmane Ngom, vraiment je le cite parce qu'il faut bien situer le débat. Je ne lui en veux pas, on est voisins d'ailleurs. Lorsque les tribunaux sénégalais lui interdisent la sortie du pays, comment peut-on approuver que le président Macky Sall non seulement le laisse sortir, mais le mette dans son avion pour le sortir du pays? Mais ces choses-là, quand on les dénonce, on dit qu'on attaque le président. Mais le président doit être un modèle, doit être une référence. Madame Fall, nous n'avons pas seulement à nous occuper de nous. Ça, cette responsabilité, chaque individu là. Mais lorsqu'on a été investi de telle ou telle mission, fonction ou sociale, mais mettre une couverture dessus et dormir, c'est irresponsable. Il faut l'exploiter au profit du peuple, l'éveiller, l'informer et le préparer pour faire le moment opportun les bons choix dans tous les domaines possibles, surtout dans ce domaine éminent qu'est le président de la République. Voilà un peu. Je ne suis pas contre lui. Personnellement, en tant que personne physique, il ne m'intéresse pas. Mais c'est le président du Sénégalais, c'est mon président. Donc quelque part, il m'appartient. Et m'appartenant, j'ai aussi le droit de lui dire la manière dont vous faites marcher les affaires qui m'appartiennent, qui appartiennent aux Sénégalais, ne me convient pas. Monsieur le Président, pouvez-vous nous dire ce que le Sénégal peut perdre en cédant le poste de président de la commission de l'UEMOA? Vous savez, ça, c'est une vieille affaire, une affaire malheureuse. Il faut remonter très loin là aussi, parce que, vous savez, après l'indépendance, le siège de la BCEAO était à Paris, rue du Colisée. Et le gouverneur de la BCEAO était un Français. Et lorsqu'après quelques années, nos chefs d'État ont estimé que
banque centrale de nos pays, il fallait qu'elle ait son siège chez nous. On estimait que banque centrale de nos pays, il fallait que son patron soit quelqu'un de chez nous. Donc il y a eu des concertations entre chefs d'État des pays concernés. Il y en avait 6 à l'époque. Parce que le Mali avait quitté le CFA. La Guinée-Bissau, qui est dans l'UEMOA, n'était pas encore. Donc, après discussion et avec le poids, là encore, on avait des présidents qui en imposaient. Du président Senghor et du président Houphouët-Boigny, ils se sont partagés les choses. Le siège de la BCEAO serait à Dakar, ce qui était très important sur le plan économique, et le gouverneur serait un Ivoirien. C'est ça qui a perduré. Lorsqu'on a créé la BEAD à Lomé, dans un premier temps, c'est un Burkinabé qui l'a dirigé, et par la suite, le Bénin a eu le poste jusqu'à aujourd'hui. Donc, siège à Lomé, président béninois. Et il fallait quand même servir les autres. Et ici à la BCEAO, il y a eu un vice-gouverneur burkinabé et un vice-gouverneur nigérien. Et ainsi de suite. Donc chacun avait son rôle. Et lorsqu'on a créé l'UEMOA le 10 janvier 1994, le président Diouf, qui était très écouté, très influent, bien que le siège de la BCEAO soit à Dakar, s'est battu pour que le président de la commission de l'UEMOA soit un Sénégalais. Le siège étant à Ouagadougou, dans les locaux de ce qui a été la CEAO, où j'étais directeur pendant 7 ans. Donc les choses étaient comme cela. Chacun était servi. Le Mali, quand il a intégré la zone CFA, la zone franc, a eu un poste de vice-président à la BEAD. Donc voilà les équilibres. Maintenant, ce qui s'est passé en 2003, ça n'a rien à voir, je vous le dis, avec des problèmes géopolitiques, des problèmes de panafricanisme. Comme nous arrivons au terme de cet entretien, que j'ai trouvé tellement court, parce qu'il y a tellement de sujets à évoquer concernant notre pays. Donc je voudrais vous remercier de m'avoir prêté attention, de m'avoir invité à cet entretien-là. Mais je voudrais surtout demander aux Sénégalais d'être vigilants dans leur choix. Mais surtout à nos responsables de prendre plus conscience des intérêts des Sénégalais avant toute autre chose. Nous allons entrer dans une période où on nous parle de pétrole, on nous parle de gaz, on nous parle de richesse, on nous parle de croissance économique. Mais tout cela ne vaut rien si ce n'est pas partagé de manière équitable entre tous les Sénégalais. Pire encore, ça peut être source de crise, de conflit, lorsque une frange importante de la population doit se rendre compte que ce partage inégal profite à une autre frange minoritaire. Et c'est donc source de crise, de recul, aussi bien démocratique, politique que social. Donc il faudrait que les responsables politiques d'aujourd'hui et de demain veillent à tout cela. Et il faut qu'on arrête aussi, nous, dans le monde politique, ces jeux que j'appellerais d'enfantillage, de se tuer comme des papillons, d'un thème à l'autre, d'une coalition à une autre, les amis d'aujourd'hui, adversaires de demain, ainsi de suite. Et tout ça, malheureusement, au regard de la population, il me semble, dénote simplement le fait que ces responsables sont beaucoup plus attachés à leur propre personne, à leur propre promotion, qu'aux problèmes réels des Sénégalais, pour lesquels, de manière objective, je crois que tout le monde devrait pouvoir s'entendre. Si, en tout cas, on est tous de bonne foi. En tout cas, voilà un peu ce que je voudrais dire. Mais il faut que tout le monde se mobilise. Il faut que tout le monde s'implique dans la politique aujourd'hui parce que c'est le destin de chacun qui est en cause. Et si on ne s'implique pas, on confie à d'autres.
sur lesquels la confiance n'est pas établie, le soin de décider de notre sort. Ça, c'est la démission, c'est le manque de responsabilité, et je crois qu'il faut éviter cela. Voilà, je vous remercie beaucoup.